Quand on pense à l'investissement, on imagine souvent des graphiques, des tableaux Excel, des courbes boursières, des annonces immobilières ou encore des calculs de rentabilité. Mais en réalité, un bon investisseur, ce n'est pas quelqu'un qui aime uniquement les chiffres. C'est surtout quelqu'un qui aime analyser une situation complexe, prendre des décisions dans l'incertitude, négocier avec d'autres, anticiper le comportement humain ou encore raisonner à long terme. Autrement dit, un bon investisseur, c'est aussi un très bon stratège. Et c'est là que les jeux de société modernes deviennent extrêmement intéressants, parce que beaucoup d'entre eux entraînent exactement les mêmes compétences mentales que celles que vous utilisez en immobilier, en bourse ou dans le business. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 18 jeux de société, en majorité issus de ma propre ludothèque personnelle, qui ont tous un lien direct avec l'investissement. La négociation, l'allocation de capital, la gestion du risque, la psychologie des marchés ou encore la vision à long terme. Pour chacun, je vais vous expliquer de quel type de jeu il s'agit, quel aspect de l'investissement il développe et pourquoi il peut réellement améliorer votre façon de raisonner financièrement. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que, comme vous le savez, en période estivale, j'aime bien toujours faire une vidéo un peu plus légère, un peu plus décalée par rapport au sujet habituel de l'investissement. L'année dernière, j'avais par exemple fait les bandes dessinées préférées des investisseurs, où j'exposais des bandes dessinées, y compris assez peu connues, qui plairont à ceux qui ont un état d'esprit d'investisseur qui aiment la finance. Donc là, j'ai décidé de faire les jeux de société. En plus, même si je tourne cette vidéo en hiver, parce qu'en été, je préfère profiter du beau temps, je vais la publier début juillet, au moment d'ailleurs où il y a le festival ludique international de Parthenay. Très bon festival, hein, si vous n'avez jamais été, je vous conseille d'y aller. Ça a la particularité de transformer la ville en énorme place ludique pendant plus de 10 jours. Vous vous baladez dans la ville, il y a une place centrale avec des chapiteaux et des éditeurs qui vous présentent, qui vous montrent les nouveautés des jeux, qui vous les expliquent. Vous avez des boutiques éphémères qui sont transformées dans la ville en café ludique. Tout ça est en plus gratuit. C'est ouvert la journée, vous êtes accompagné. En plus, vous pouvez jouer de façon un peu plus autonome le soir jusqu'à très tard, soit dehors, soit dans des gymnases qui ont été transformés pour l'occasion. Donc si vous n'êtes pas trop loin de Parthenay, eh bien, je vous conseille d'y aller. Et puis si vous y êtes cette année, on aura peut-être le plaisir de s'y croiser parce que j'y traînerai sûrement plusieurs jours, étant à portée de tir moi pour y aller, puisque je suis à moins d'une heure de route. Donc revenons à nos moutons, où je vais vous proposer des jeux de société qui parlent aux investisseurs, où il y a des schémas en fait qui rappellent des qualités que l'on doit avoir en tant qu'investisseur. Alors, je vous dis, hein, il y aura à la fois des petits jeux assez faciles, assez jeux d'ambiance, des jeux un peu moyens, on va dire, en termes de stratégie, des jeux de 45 minutes, et puis vraiment des très gros jeux de plusieurs heures avec une certaine complexité pour des joueurs un peu plus experts, voire pour des joueurs que l'on appelle des joueurs velus. Première partie, les jeux un peu de négociation et de deal-making. Un premier jeu, moi, que j'aime bien, c'est Chinatown. Alors, il a une complexité de 2,20. Alors, les complexités, c'est les notes du site Board Game Geek, BGG pour les intimes. Ça va de 1 qui est le moins complexe à 5 qui est le plus complexe. Donc celui-là, il est autour de 2,20. C'est un jeu assez ancien, il doit avoir une vingtaine d'années, de négociation avec un plateau stratégique léger. C'est probablement le jeu qui se rapproche le plus d'une négociation immobilière réelle. Tout repose sur la discussion, l'échange, le compromis et la capacité à créer un deal gagnant-gagnant. Vous ne gagnerez pas parce que vous avez les bonnes cartes, vous gagnez parce que vous savez parler, écouter, comprendre les besoins de l'autre et créer une solution sur mesure. Et en immobilier, c'est exactement la même chose quand on négocie un bien immobilier. Quand vous négociez un bien, vous ne négociez pas seulement un prix, vous négociez aussi un calendrier, une prise en charge des travaux, une période de transition, une répartition des risques. Et souvent, celui qui réussit le mieux en négociation immobilière, c'est celui qui comprend le mieux les intérêts de l'autre partie. Chinatown vous enseigne cette compétence fondamentale. La valeur ne se trouve pas seulement dans le bien, elle se crée dans la discussion. Donc à chaque fois, si vous voulez aller voir plus en détail un jeu dont je vous parle, vous pouvez aller avoir sur des sites comme Board Game Geek ou des choses comme ça, où vous avez la description, le nombre de joueurs idéal, la difficulté, l'âge, si vous voulez jouer éventuellement avec des enfants, tout ce genre de choses, et la durée de la partie. Deuxième jeu un peu de négociation, c'est moi le patron. Un jeu à peu près du même poids, moyen jeu qui dure une petite heure, un peu moins, 2,30 en difficulté sur l'échelle. Ici, on ne parle pas vraiment d'échanger, on parle de qui est le patron, littéralement. Qui décide, qui contrôle, qui prend le risque, qui récolte le plus. Et ça, c'est un point absolument central en investissement. Par exemple, détenir 50% d'un bien ou détenir 30% mais avoir le pouvoir décisionnel, ce n'est pas la même chose. En tout cas, quand on parle par exemple dans des détentions d'entreprises avec des actionnaires majoritaires et des actionnaires minoritaires. En investissement immobilier,
En business ou dans une société, on sous-estime parfois la valeur du contrôle. Si vous avez un immeuble de rapport entièrement à vous, vous avez le contrôle. Ce jeu vous pousse un peu à réfléchir à ça en permanence. Est-ce que je veux juste une part de la valeur ou est-ce que je veux avoir la main sur la décision? En soi, ça peut être un jeu qui a des parallèles avec l'investissement. Troisième jeu de négociation, Sidéral Confluence. Là, on passe à un tout autre niveau de profondeur. Jeu déjà plus compliqué, on doit être sur du 3,6 sur 5 sur le niveau de complexité. C'est pas juste un jeu de négociation, c'est une simulation d'économie en temps réel. Vous devez produire des ressources, les transformer, les échanger, anticiper leur rareté et leur abondance, créer des accords temporaires avec les autres joueurs, exploiter les opportunités plus vite que les autres. En fait, c'est très proche de la bourse, du commerce international, des chaînes de valeur en entreprise, ou même de l'immobilier dans un marché tendu. Ce jeu va vous rappeler plusieurs leçons fondamentales d'investisseurs. Déjà, la valeur n'est jamais fixe, l'information est capitale, la collaboration peut être plus rentable que la compétition, la réputation influence directement vos opportunités futures. C'est un jeu qui vous entraîne à penser comme un véritable acteur économique, pas juste comme un joueur autour d'une table. Si vous aimez comprendre comment fonctionne un marché, vous allez adorer Sidéral Confluence, surtout si vous aimez les jeux de négociation avancés. On va passer à un jeu beaucoup plus léger, qui est plus un jeu d'ambiance, Panic à Wall Street. Panic à Wall Street, c'est un jeu d'ambiance économique. Ce jeu, c'est une caricature, mais une caricature extrêmement juste du comportement des marchés. Vous voyez apparaître la peur, le FOMO, la désinformation, les rumeurs, la panique collective. C'est exactement ce qui se produit régulièrement, réagir à l'émotion au lieu de la stratégie. Panic à Wall Street, ça montre pourquoi tant de gens perdent de l'argent, pas à cause d'un manque d'intelligence, mais à cause d'un manque de gestion émotionnelle. C'est un excellent outil pédagogique pour faire comprendre que l'émotion est l'ennemi numéro 1 de l'investisseur. Après, en termes de jeu, moi qui aime bien les jeux un peu profonds, les jeux un peu complexes, voilà, c'est pas un jeu hyper profond, c'est plus un jeu d'ambiance. Je mets également un jeu, ici dans cette petite partie jeu de négociation, même si c'est pas un pur jeu de négociation, c'est Tammany Hall. Un jeu que j'aime bien moi parce que plateau stratégique, un peu de pouvoir et d'influence. Finalement, ce jeu, il me permet, en le mettant dans cette vidéo, d'introduire une dimension un peu oubliée dans l'investissement, c'est-à-dire que le rôle de la politique est parfois important. On investit souvent en se disant que le marché est rationnel et que tout dépend des chiffres, mais la réalité, c'est que des décisions extérieures politiques peuvent créer ou détruire de la valeur. Des quartiers en immobilier peuvent devenir attractifs ou non via des décisions publiques. Des lois changent la donne au niveau fiscalité ou au niveau réglementation immobilière. Dans Tammany Hall, on voit que l'influence vaut parfois autant que l'argent. Et dans Tammany Hall, on voit qu'une part de l'information n'est pas forcément financière, elle est aussi d'influence politique. Un autre jeu que je vais mettre là, mais que c'est pas un pur jeu d'investissement, mais moi c'est un jeu, mes jeux préférés, c'est le jeu Diplomatie. Alors Diplomatie, c'est un jeu, il faut avoir 7 heures devant vous et idéalement il faut être 6 ou 7. En fait, Diplomatie, c'est quoi? C'est un risque sans les dés. Sans hasard, aucun hasard. Vous êtes en 1900, au début de l'Europe, et les tensions, la guerre approche, voilà. Vous incarnez un pays, des 7 pays de l'Europe de 1900. Donc il y a la Russie, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des troupes et vous pouvez faire des alliances parce qu'il faut parfois que vous fassiez aider quand vous voulez avancer dans tel pays. Donc il y a un quart d'heure où vous allez négocier un peu avec tout le monde, et puis après un quart d'heure, vous écrivez vos ordres, et puis on voit ce qui se passe sur les troupes. C'est un jeu, on ne peut pas gagner sans s'allier. Et c'est un jeu, on ne peut pas gagner sans trahir à un moment donné. C'est marrant à jouer, parce que vous allez avoir l'austro-hongrois, quand vous jouez chez vous, qui fomente avec le russe dans la salle de bain, pendant que l'anglais, l'austro-hongrois et l'italien sont en train de faire un complot dans le jardin. Bon, c'est un bon jeu, en fait il a 2 inconvénients, c'est qu'il dure longtemps, c'est qu'il faut être 6 ou 7 pour qu'il marche bien, et c'est surtout qu'une fois qu'on est éliminé, on ne continue pas à jouer, donc il faut avoir quelque chose à faire entre-temps. C'est pour ça que ce jeu, il n'a pas été si connu que ça, et il n'est pas si répandu que ça, mais par contre c'est un jeu assez intéressant, et surtout, même si c'est pas du tout un jeu purement financier, c'est plus un jeu de simulation de guerre, sans hasard, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun hasard, il n'y a pas de dé comme un risque, voilà, c'est vraiment aucun hasard. Finalement, il a une ressemblance troublante avec certains environnements financiers de par son mécanisme. Parce que quand on fait des négociations, il y a des promesses d'investissement, il peut y avoir des discours politiques rassurants, des annonces ambiguës, des stratégies d'influence. Et on y apprend une chose capitale, c'est que ce qui va réellement se passer et ce qu'on avait prévu qui se passe, parfois, ce sont des choses fondamentalement différentes. Et il faut savoir s'adapter. Donc en gros, c'est un bon jeu pour développer l'esprit critique, pas prendre les décisions pour argent comptant et comprendre les dynamiques de pouvoir cachées. En clair, Diplomatie, ça va vous entraîner à ne pas être naïf en investissement.
Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais maintenant vous parler des jeux qui sont plus liés à l'économie, à la bourse, à l'allocation de capital. Là, on est dans le cœur dur de la thématique d'investisseurs. Ces jeux sont des simulateurs d'économie, de placement, de stratégie de marché, de bulles, de création et de destruction de valeur. Ou s'ils ne sont pas des simulations, ils en sont des métaphores. Premier jeu, Brass Birmingham. C'est un jeu de plateau stratégie économique relativement lourd, on doit être à 3,80 en note de complexité, peut-être 2 heures de jeu. C'est d'ailleurs un des jeux les mieux notés, et peut-être même le mieux noté au moment où je tourne la vidéo sur le site BGG. Et c'est selon beaucoup de joueurs, et honnêtement, selon moi aussi, le meilleur jeu économique jamais conçu. Il est extrêmement proche de l'investissement réel. Dans Brass, vous êtes un entrepreneur investisseur de l'ère industrielle. Vous devez développer des industries, des réseaux de transport, des partenariats logistiques, une présence sur les différents marchés. Chaque décision que vous prenez est un investissement. Ce n'est pas un simple coup de jeu, c'est un pari sur l'avenir. Et comme dans l'investissement réel, une mauvaise décision aujourd'hui peut vous coûter très cher demain. Un bon placement au bon endroit peut vous générer un effet de levier énorme. Vous devez constamment arbitrer entre investir maintenant ou attendre une meilleure opportunité. Ce jeu est finalement une leçon grandeur nature du timing de marché, de l'allocation de ressources limitées, de la vision à long terme et de la notion de réseau exactement comme en immobilier ou en business. Et également de la dépendance au choix des autres acteurs de marché. C'est un jeu qui vous montre que la création de richesse est un processus structuré, pas un coup de chance. Acquire, ça c'est un jeu un peu plus vieux, hein. Il y a eu des nouvelles versions, des nouvelles éditions, mais en gros c'est un jeu qui date un peu, c'est un jeu d'investissement, de fusion-acquisition, niveau de complexité moyen, niveau de durée de partie, je ne sais plus exactement, mais moyen. Donc là c'est un jeu où on va parler merger et acquisition, fusion d'entreprise, prise de contrôle, pouvoir des actionnaires. Dans ce jeu, vous ne vous contentez pas de placer des hôtels ou de faire des points, vous prenez des participations dans des entreprises, vous décidez quand les fusionner, quand les absorber, quand les liquider. C'est finalement une parfaite métaphore du monde des grandes entreprises, des fonds d'investissement, du private equity ou des prises de contrôle capitalistiques. Qu'est-ce que vous apprend ce jeu ? Il vous apprend que le vrai pouvoir ne vient pas du fait d'avoir beaucoup, mais du fait d'avoir la bonne part au bon moment dans la bonne entité. En immobilier, c'est comme détenir un immeuble stratégique, détenir le permis de construire ou contrôler un emplacement clé. Ensuite, Ponzi Scheme dans cette catégorie. Bon, ça, c'est un petit jeu un peu moins complexe, hein. Il dit son nom finalement, c'est un jeu fascinant, presque dérangeant, mais qui peut être pédagogique, parce qu'en fait, il vous met dans une situation de manque de liquidité, de pression financière constante et d'obligation d'emprunter pour rembourser. Vous vivez littéralement ce que vivent certains États, certaines entreprises, certains investisseurs trop agressifs. Utilisez l'argent d'aujourd'hui pour payer les promesses d'hier. Et c'est là que le jeu a une leçon, finalement, il montre en quoi la dette excessive est dangereuse. Pourquoi une croissance artificielle finit par s'effondrer, et pourquoi les systèmes pyramidaux, de Ponzi, que le nom du jeu reprend, sont séduisants mais voués à l'échec. Ponzi Scheme peut faire office en fait de piqûre de rappel pour rappeler que ce qui paraît rentable à court terme peut cacher une catastrophe à long terme. Quantitative easing. Alors, malgré son titre, où le quantitative easing c'est quelque chose d'un peu compliqué à comprendre, là c'est plutôt un jeu assez léger. On entre dans un niveau presque de petite théorie économique, c'est-à-dire qu'on va appliquer directement la planche à billets, la création monétaire, l'enchère sur des actifs, le déséquilibre de valeur. C'est exactement ce que font les banques centrales dans la vraie vie. Elles injectent de l'argent, elles rachètent des actifs, elles influencent les marchés, et ce que fait votre jeu, c'est la même chose. En gros, le jeu, il vous fait faire des montants, en gros, vous imprimez de la monnaie, mais il ne faut pas être la banque centrale qui en imprime le plus. Pour gagner, il faut être la banque centrale qui en imprime le plus en deuxième en fait. Donc faut pas ne pas en imprimer, mais il faut pas non plus trop abuser, sinon vous allez écrouler le pays, quoi. Donc voilà, c'est un petit jeu où on met des montants d'enchères, etc. C'est pas un gros jeu en fait, mais ça schématise un peu le système du quantitative easing et de l'impression monétaire massive. Impression monétaire massive qui est finalement elle qui entraînait des hausses de prix de l'immobilier, des hausses des marchés financiers, qui a en gros inflaté le prix des actifs. Si vous voulez comprendre pourquoi tout ce que vous devez acheter aujourd'hui est plus cher qu'il y a 10 ans, jouez à quantitative easing et vous aurez compris comment les États ont provoqué cette situation. En ça, même si c'est un petit jeu, ça peut être un cours d'économie compressé dans une boîte de jeu. Et évidemment, je finis peut-être par le plus représentatif dans cette catégorie, le jeu qui s'appelle en anglais Stockpile ou Délit d'initié en français. Un jeu moyen autour de 2,5 je crois en complexité à peu près. Là on est dans la simulation boursière, la gestion de portefeuille. C'est l'un des jeux les plus directement liés à la bourse. On y gère un portefeuille, des cours de bourse, des rumeurs, des informations partielles, des manipulations, et on comprend vite ce qu'il faut faire ou ne pas faire en bourse indirectement avec ce jeu. Le pire piège, c'est d'ailleurs de suivre la foule sans comprendre. En fait, ce jeu Stockpile / délit d'initié en français, il illustre parfaitement la loi de l'offre et de la demande, la psychologie de masse, la spéculation,
le marché secondaire. Si quelqu'un de votre entourage n'a jamais investi en bourse, faites-lui jouer à ce jeu-là. En une soirée, il aura compris 50% des mécanismes de la bourse. Je vais quand même mettre deux autres jeux dans cette catégorie. Le premier, Panam. Alors là, vous êtes c'est la compagnie panaméricaine, la fameuse Panam, dans les années 60, un petit peu de développement de stratégie et d'existe. Vous exploitez la compagnie aérienne, donc on ne parle pas seulement d'acheter, d'exploiter, on parle aussi de à quel moment vendre au meilleur prix, à quel moment sortir, quand sortir. Panam, ça met en scène une entreprise mythique qui se développe, mais qui a aussi une date de fin. Et il faut anticiper cet événement pour maximiser vos gains. Donc c'est un jeu assez moyen, parti de 45 minutes à 1 heure, assez sympa sur le design. Hein. Vous avez des petits avions de plus en plus gros et vous faites vos lignes aériennes. Et puis le prix auquel vous les revendez varie selon les tours. Avec un petit côté placement d'ouvrier aussi, où il y a essayer de bien se placer avant l'autre pour lui prendre sa place. Et finalement, le fait qu'il faille optimiser votre sortie, c'est un parallèle parfait avec la revente d'un bien immobilier, la revente d'une action, un investissement qui ne pense pas à sa sortie, notamment un investissement immobilier dès son entrée, n'est peut-être pas un investissement dont on a réfléchi jusqu'au bout à toutes les caractéristiques. Et enfin, je clôture cette partie avec un petit jeu, qui est le petit jeu For Sale, mais qui est un jeu d'ambiance, enfin limite jeu d'ambiance, limite petit jeu, d'achat-revente immobilière. C'est un jeu très simple, mais incroyablement juste. On commence tous avec un capital limité, puis on doit choisir quand acheter des propriétés, combien investir, ne pas les surpayer, puis après il y a un deuxième tour où on les revend. Donc si on ne les a pas surpayés, on va en tirer un prix intéressant. C'est une miniature parfaite de l'investissement immobilier. On achète parfois trop cher, on se laisse emporter par la concurrence. On surévalue un bien ou on panique à la vente. En quelques minutes, ce jeu rappelle quelques mécanismes de la vie réelle. Notamment qu'au-delà du bien, une chose très importante en immobilier, c'est le prix que vous payez pour l'obtenir. Voilà pour cette deuxième partie. Alors, à chaque fois dans les parties, je mets des jeux qui sont peut-être un peu plus liés à l'investissement indirectement et des jeux qui sont vraiment dans le cœur du chose. Donc dans la troisième partie, je vais vous en mettre un au milieu qui sera vraiment parlant et corrélé à l'investissement. Et donc je vous laisse la surprise, on continue. Donc partie 3, on est plus sur le long terme, le patrimoine, les intérêts composés. On est moins dans le deal rapide, la spéculation, on est dans la logique profondément patrimoniale. Bâtir sur le long terme, accepter une gratification différée, penser en décennies, pas en semaines, comprendre le pouvoir du temps. Et finalement, ça nous fait le lien avec l'investissement immobilier locatif, le DCA en bourse ou des choses comme ça, la détention d'un portefeuille de stock picker sur le long terme et la construction d'un patrimoine lentement mais sûrement. Premier jeu, alors je vais citer par exemple un jeu comme Terraforming Mars. Il n'est pas directement lié à l'investissement. C'est un jeu finalement de moteur. C'est-à-dire qu'au début de la partie, vous êtes pauvre, limité en ressources, dépendant de quelques ressources très faibles. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes obligé de faire des choix. Dans quoi j'investis en priorité? Est-ce que je privilégie le rendement immédiat ou la croissance future? Est-ce que j'accepte de sacrifier aujourd'hui pour gagner beaucoup demain? C'est exactement le dilemme de l'investisseur débutant. Puis, au fil de la partie, un phénomène se produit. Les projets que vous avez lancés au début commencent à produire plus de ressources, plus d'opportunités, plus de capacités d'investissement. Vous ne travaillez plus pour créer le moteur travaille pour vous. C'est là que des jeux, et j'ai pris Terraforming Mars, mais c'est un exemple, c'est tous les jeux de moteur, en fait, ils illustrent parfaitement l'intérêt composé, l'effet boule de neige, cette accélération de la richesse sur la durée. C'est la même chose quand vos loyers commencent à aller au-delà de vos crédits, votre patrimoine commence à produire des intérêts en sus de vos besoins si vous avez atteint l'indépendance financière, et que votre patrimoine, vu que vous n'avez plus des besoins sur tout ce qu'il génère, eh bien, il va générer de nouveaux investissements. C'est le fameux effet boule de neige. Donc finalement, de jouer à des gros jeux de moteur, ça vous fait comprendre un peu les intérêts composés. Un jeu de niveau 3 sur 5, partie de 1h30, 2 heures, que j'aime bien aussi, c'est Concordia Venus. Concordia Venus, c'est l'exact opposé d'un jeu spectaculaire. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de retournement violent, il n'y a pas de coup de théâtre. C'est justement pour ça qu'il est parfait pour un investisseur. Moi je l'aime bien aussi parce qu'il y a de l'interaction, je ne suis pas fan des jeux où il y a vraiment zéro interaction, où chacun joue dans son coin, les fameux solo multijoueurs. Mais c'est justement pour ça qu'il est parfait pour un investisseur. Dans Concordia, vous avancez lentement, mais sûrement. Vous développez un réseau commercial, vous élargissez votre présence géographique, vous investissez sur des routes déjà construites. Ce jeu vous apprend une chose essentielle en investissement. Il ne faut pas forcément faire des coups incroyables, il faut faire des décisions cohérentes de manière répétée. C'est exactement la logique d'un investisseur immobilier sérieux. Personne ne s'enrichit avec un seul bon achat, un seul bon trade. On s'enrichit avec une suite de bonnes décisions raisonnables, une logique répétée, une stratégie claire et stable. La richesse n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, elle est discrète, méthodique, régulière et incroyablement efficace. Donc c'est un jeu idéal pour les profils patients, rationnels, disciplinés, orientés long terme.
Donc en fait, pile le profil de bon investisseur. Avant de passer au gros morceau de cette partie, un avant-dernier jeu, Pax Pamir, deuxième édition. On est déjà plutôt sur du grand jeu, autour de 3,80 en complexité. C'est de la stratégie, de l'influence, de la géopolitique. C'est un jeu extrêmement profond et presque philosophique. Ici, vous n'investissez pas simplement de l'argent. Vous investissez dans des factions, des alliances, des influences politiques, des équilibres géopolitiques. Vous ne contrôlez pas toujours directement la situation. Vous influencez ceux qui influencent le monde. Et en investissement réel, c'est exactement la même chose. Les plus gros acteurs ne sont pas toujours visibles. Les vraies décisions se prennent parfois en coulisses. L'investissement, ce n'est pas juste acheter un bien ou une action, c'est comprendre les dynamiques qu'il y a derrière, les dynamiques de pouvoir, les dynamiques en arrière-plan. Donc Pax Pamir, ça vous fait un lien avec tout ce qui est géopolitique, pétrole, énergie, tensions internationales, impact de la politique et de la géopolitique sur l'économie. Un investisseur ne doit en effet pas seulement comprendre les chiffres, il doit aussi comprendre les forces invisibles qui influencent ces chiffres. C'est donc un jeu plus complexe, plus exigeant, mais incroyablement riche. Et c'est sûrement pour cela qu'il se rapproche d'ailleurs, par certaines de ses caractéristiques, du monde réel. Alors on arrive au gros morceau un peu de cette partie. Un jeu assez marrant mais difficile à sortir. C'est le jeu Hégémonie, menez votre classe à la victoire. Alors c'est un jeu expert, note de 4,25 je crois. Un jeu asymétrique, où chacun incarne une faction. La classe ouvrière, la classe moyenne, la classe aisée et l'État. Donc en gros, idéalement, on joue à 4. Sans doute le jeu qui représente le mieux la vraie économie du monde réel. Alors en plus, si vous avez déjà mis joueur ouvert d'esprit, vous pouvez le faire jouer à contre-emploi. C'est-à-dire que vous mettez le gréviste en classe aisée et vous mettez le méchant capitaliste en classe ouvrière qui va essayer de faire des grèves pour améliorer sa situation. Par contre, c'est un jeu, prévoyez 4 ou 5 heures de partie. C'est pour ça que je dis qu'il est difficile à sortir. Et en plus, comme il est asymétrique et que les factions ont des règles différentes, il est un peu difficile à enseigner et à apprendre, c'est-à-dire que vous en avez peut-être pour plus d'une heure d'explication de règles. Donc, c'est un jeu, c'est bien de le faire avec des joueurs qui sont un peu proactifs, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de regarder une vidéo sur leur faction avant, sinon vous allez devoir tout leur expliquer, et donc il faut prévoir une bonne après-midi. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a enlevé ces inconvénients, c'est un ovni ludique, c'est un jeu où donc l'État, la classe ouvrière, la classe moyenne et la classe capitaliste s'affrontent. Mais surtout, ils sont aussi dépendants des uns des autres. Et c'est précisément là que ça devient fascinant pour les investisseurs. Parce que pourquoi ce jeu, il va parler directement aux investisseurs? Parce qu'il met en lumière la mécanique cachée qui influence tous les investissements, la politique économique. Et le jeu vous montre un truc, en fait, c'est que les intérêts de chacun et de chaque classe ne sont pas toujours alignés. Par exemple, on va bien voir dans le jeu que la classe capitaliste va chercher à maximiser les profits, baisser les taxes, flexibiliser l'emploi. Les ouvriers veulent de meilleurs salaires, des aides sociales, plus de sécurité. L'État essaie d'équilibrer tout ça sans faire exploser son budget, en tout cas en théorie. Et la classe moyenne navigue au milieu de tout ça et tente de maintenir son statut tant bien que mal. Et une partie d'hégémonie, ça vous force à penser en termes de compromis, de cycle économique et de négociation structurelle. Exactement comme dans la vraie vie. Ça oblige aussi un peu à se mettre dans les chaussures du voisin et à ne pas toujours raisonner quand on raisonne politique qu'en voyant que ses intérêts à soi, comme finalement beaucoup de gens font. Et aussi, en immobilier comme en bourse, réussir, c'est savoir bien comprendre les cycles de taux, les politiques budgétaires, les tensions sur le marché du travail, les arbitrages de l'État entre croissance et stabilité. Le jeu, il met en scène ces tensions de manière concrète. Une loi votée par un joueur impacte mécaniquement les 3 autres. Donc en gros, un investisseur dans l'hégémonie, il va bien comprendre que les politiques publiques créent du risque ou des opportunités, et que les classes sociales ont des intérêts antagonistes et que ça influence la fiscalité, les aides, les taux, le marché immobilier, l'emploi, tout ça. L'économie n'est jamais neutre, c'est un rapport de force. C'est un jeu long, dense, mais qui donne une claque intellectuelle. Et franchement, pour un investisseur qui veut comprendre la logique macro et qui a ses joueurs experts, c'est peut-être le meilleur simulateur existant sur table. Quatrième partie de type de jeu avec lesquels on peut faire une relation à l'investissement, et là je vais partir sur des jeux plus légers, c'est tout ce qui est psychologie, manipulation, information imparfaite. Moi j'aime bien les jeux un peu à rôle caché comme ça. Mon préféré, ça va être l'ombre du Kraken, et puis en deuxième niveau, je mets des jeux un peu de type Résistance Avalon. J'aime bien l'ombre du Kraken parce que finalement il y a un peu 3 équipes, alors que dans Résistance Avalon, on n'est que 2 équipes. Finalement, dans ces jeux, comme on a un rôle caché et qu'on essaie parfois de se faire passer pour quelqu'un d'autre, on a un peu de biais cognitifs, de manipulation des foules, de fake news, d'influenceurs, d'effets de masse. Si quelqu'un est soupçonné à tort par plusieurs personnes, on a un effet de masse et tout le monde va se mettre à le soupçonner. Donc si vous ne connaissez pas un peu ce type de jeu à rôle caché, Résistance Avalon, l'ombre du Kraken sont des jeux assez faciles d'accès, qui vont durer peut-être entre 3 quarts d'heure et 1 heure.
L'inconvénient, c'est que pour que ça marche bien, il faut être beaucoup, idéalement entre 7 et 11 pour ces deux jeux. Un jeu qui a un peu le même concept, qui est un peu plus léger, ça va être Time Bomb, où vous allez pouvoir là jouer à partir de 5 si vous êtes un peu moins, et c'est le même principe, c'est plus léger, mais c'est du rôle caché, et il va essayer parfois de se faire passer pour celui qu'on n'est pas. Donc avec ces jeux, on quitte les chiffres en fait, on entre dans l'élément le plus sous-estimé en investissement, l'être humain. La peur, la cupidité, les biais cognitifs, le suivisme. Les marchés ne sont pas pilotés par la rationalité, ils sont pilotés par la psychologie collective, par la psychologie des foules. Dans un jeu comme l'ombre du Kraken, vous ne savez pas qui est avec vous, vous ne savez pas qui travaille contre vous, vous ne savez pas si l'information que vous recevez est vraie ou biaisée. C'est un miroir quasi parfait du monde de l'investissement. Puisqu'en tant qu'investisseur, vous évoluez dans un monde où parfois certaines personnes ont plus d'informations que vous. Certaines personnes ont des intérêts opposés aux vôtres. Certains experts, entre guillemets, sont en réalité biaisés par leur propre position. Certaines opportunités sont volontairement embellies, d'autres sont volontairement dénigrées. Finalement, ces jeux de rôle caché, comme l'ombre du Kraken, Résistance à Vallon ou Time Bomb, c'est apprendre à douter, apprendre à observer, apprendre à lire entre les lignes, apprendre à ne pas faire confiance trop vite. Exactement ce qu'il faut quand on investit de l'argent réel. Donc voilà pour cette liste assez longue de jeux de société qui sont tous liés de plus ou moins près à l'investissement. En tout cas, ces jeux ont tous un point commun. Ils vous entraînent, dans certains de leurs caractéristiques, à penser comme un investisseur. Ils ne vous apprennent pas seulement à gagner une partie, ils vous apprennent à penser, à anticiper, à décider dans un monde incertain. Et au fond, que vous soyez joueur ou investisseur, vous jouez toujours au même jeu, celui des décisions à long terme. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire le jeu qui représente le mieux votre façon d'investir ou le jeu qui pour vous fait le parallèle le plus significatif avec l'investissement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres d'investissement dont mon best-seller L'investissement immobilier locatif intelligent vendu à plus de 100 000 exemplaires. Je vous mets les liens de tous les livres dans la description de la vidéo. Je vous y mets également quelques bonus à télécharger qui vous aideront pour vos investissements. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur le site mes-investissement.net et sur la chaîne YouTube associée, où vous pouvez retrouver plein d'autres vidéos, peut-être plus concrètes et plus directes pour vous améliorer dans vos investissements, que ce soit en bourse, en immobilier ou sur votre gestion de patrimoine en général.